pour contrer ces effets-là, avec notre partenaire, on a travaillé sur plusieurs scénarios. Il y a entre autres une grosse programmation qu'on a menée les 4 dernières années. C'est avec un processus de sélection génétique. Donc, normalement, ils cultivent du mil puis du sorgho. C'est des céréales qui produisent 600, 800 kilos, parfois jusqu'à 1 tonne à l'hectare de céréales. Puis maintenant, avec le maïs, issu de processus de sélection génétique, donc c'est pas du maïs modifié génétiquement, mais c'est vraiment localement, ils vont sélectionner les épis, les plants qui ont les meilleures génétiques, qui donnent des plus gros grains, qui produisent bien selon les pluviométries locales. Puis on réussit à développer des semences qui produisent jusqu'à 4 à 5 tonnes à l'hectare. Donc, tu sais, c'est quand même 5 fois plus là, de céréales. Fait que nous, on a travaillé pour que les paysans intègrent ces pratiques-là. Puis beaucoup nous ont dit, mais regarde, tu sais, maintenant, la question de l'insécurité alimentaire, on n'y touche pas. Là. Cette année, on a produit, nos greniers sont pleins, on va même vendre des surplus. Fait que, tu sais, on n'a plus besoin de... Le problème de l'insécurité alimentaire n'est pas là. En même temps, ça, c'était... Moi, j'y ai été cet hiver, en février 2015, où je me suis fait dire ça, puis j'ai vu les résultats de la culture du maïs. Mais ça n'empêche pas que si une année, la pluviométrie est vraiment mauvaise, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire, tu sais? Fait que les paysans, ce qu'ils font, c'est qu'ils stockent des quantités de céréales. Ils appellent ça des stocks de sécurité. Donc, ils vont stocker ça au niveau des villages, parfois des 3, 4, 5 tonnes et plus. Puis si jamais une famille n'en a pas, ils peuvent prendre de ces céréales-là, un 200 kg, un 300 kg, puis ils le remettent à la fin de la saison agricole prochaine avec un intérêt. Donc, ils vont rajouter un 10 % d'intérêt. Donc, disons que moi, j'ai plus de céréales à la maison, j'emprunte 200 kg, bien, j'ai 220 kg à remettre. Ou 230 kg à remettre, parce que j'ai dit 15 % d'intérêt. Fait que j'ai 230 kg à remettre de céréales à la fin de l'autre saison agricole. Fait que ça permet au village de se doter d'un fonds de sécurité pour traverser des crises. Là. Puis ça, c'est collectivement ces stocks-là qui les font. Donc, il y a des villages, des fois, qui peuvent avoir 5 tonnes de céréales pour arriver à passer à travers les périodes plus difficiles ou pour des familles plus vulnérables. Comme type d'intervention pour lutter aussi contre cette insécurité alimentaire-là, qui est due justement à des carences par manque de nourriture ou autre, on a développé là, un travail sur une autre plante qui s'appelle le Moringa oleifera, qui est une plante qui pousse dans un carré de sable, qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau, qui va même percer pour aller chercher son eau en profondeur. Puis cette plante-là, ses feuilles vont être un super aliment. Donc, ils vont permettre de récupérer de la malnutrition ou d'aller chercher des vitamines qu'on n'arrive pas à aller chercher parce que l'alimentation est beaucoup basée sur les céréales. Fait que, on travaille sur des petits projets de culture irriguée pour permettre aux paysans d'avoir un meilleur contrôle de l'eau. Là. Ces plantes-là sont souvent mises à proximité parce que plus que tu les arroses, plus qu'ils vont produire de feuilles, mais ils vont résister s'il y a une grande sécheresse. Ils ne vont pas mourir, c'est ça l'avantage. Fait que, c'est des plantes qui sont beaucoup plus résilientes au changement climatique et plus adaptées. Là. C'est une plante qui existait au niveau local, mais qui était peu consommée. Donc, les gens ne maîtrisaient pas tant que ça, tous ses bienfaits. Ça s'est plus développé au niveau de l'océan Indien. Tranquillement, pas vite, c'est redescendu la connaissance sur l'Afrique. Mais tu sais, ça se rend jusqu'en Amérique latine. Il y en a en Haïti un peu qui se développent. Donc, c'est une plante qui était bien répandue, le moringa, mais qui était peu connue pour ses bienfaits nutritifs. Donc, ça s'est découvert. Fait qu'on fait un peu de promotion là, par rapport à ça. Puis, on a des techniques de micro-irrigation, de petite irrigation aussi sur des petites parcelles avec des paysans. Donc, ils puissent encore là arriver à maîtriser l'eau. Là, on a développé un modèle de bidon verseur avec un de nos partenaires, puis un petit institut d'ingénierie là, qui permet à un paysan d'irriguer une parcelle d'un quart d'hectare. Un quart d'hectare, c'est pas beaucoup, mais ça permet amplement à une famille de subvenir à ses besoins s'il peut le cultiver 13 mois par année. T'sais. L'avantage du bidon verseur, c'est que c'est un puits à grand diamètre qui est creusé, sécurisé. Donc, il y a accès à la nappe phréatique souterraine. Puis, à la nappe un peu de surface, je veux dire. Puis ensuite, pour aller chercher ça, c'est juste une structure métallique avec une manivelle qui va tourner puis qui va faire descendre des seaux dans le puits, remonter ça dans un gros baril. Puis de ce baril-là, il va partir des tuyaux d'irrigation. Fait qu'une personne tout seule peut s'irriguer un quart d'hectare. T'sais, la seule chose qui peut briser, c'est du métal, de la corde, de la tôle. Des soudeurs, il y en a amplement pour régler le problème. Donc, c'est pas une technologie qui peut être dépendante de support extérieur. C'est facile pour des paysans localement de trouver des ressources pour le réparer, puis le reste, c'est un système de corde. Fait que ça, encore là, de la corde, au pire, il change régulièrement, puis il n'y a pas de problème. C'est des infrastructures qui roulent depuis 5-10 ans, puis qui fonctionnent vraiment bien, puis qui aident des paysans à cultiver en contre-saison. Donc encore là, ça va permettre de générer des revenus, puis d'assurer une diversité alimentaire minimale dans leur milieu. Là.